Bonjour à tous, hi guys and Tatiahao. Les amis, c'est la fin. La fin de la préhistoire de la France et le début de notre histoire. Comme souvent, la transition se fait dans le sang et la douleur, surtout pour un tas de mecs qui avaient rien demandé du tout. Aujourd'hui, chers amis passionnés d'histoire, nous parlons de César et de la conquête des Gaules. L'honneur, le bon sens. Commande à tous les Français libres de continuer le combat. On utilise souvent la conquête de la Gaule pour marquer le début de l'histoire, un petit peu comme si les Romains avaient magiquement apporté avec eux la civilisation dans un pays de sauvages. Mais hé les gars, c'est pas Pocahontas là, hein. La civilisation, ça fait un moment qu'elle est là. Nous avons vu dans les précédentes vidéos que les Celtes, et donc les Gaulois, sont civilisés. Ils sont bons marchands, ils sont habiles dans leurs arts et très intelligents pour la guerre. À la fin de l'âge du fer, les Celtes, bien que n'étant pas une nation, se retrouvent sur tout le continent européen. Et contrairement à ce que l'on peut penser, les Celtes avaient déjà l'écriture. Bon, pas une qui leur soit propre, mais une écriture empruntée aux Grecs et aux Romains, auxquels ils ajoutent quelques symboles pour l'adapter au son de leur langue. Nous avons retrouvé des inscriptions sur pierre ou sur bronze, par exemple, et les Gaulois écrivaient des épitaphes, frappaient des pièces, et avaient même des calendriers comme celui que nous avons retrouvé à Coligny. Bref, le coup du conquérant romain qui vient apporter les bienfaits de la civilisation aux bons sauvages gaulois, ça nous servait bien à la fin du 19e siècle, mais il est temps de passer à autre chose. Bien entendu, les Romains ont apporté de très bonnes choses à la Gaule, que ce soit par exemple pour l'hygiène ou pour la culture. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu énormément de sacrifices pour ça. La conquête des Gaules, c'est quelque chose comme 1 million de morts et 500 000 esclaves. Bon, revenons en arrière un petit peu. Nous sommes en moins 60 avant Jésus-Christ. Rome contrôle déjà tout le pourtour du bassin méditerranéen. Elle est encore une république avec un sénat et des consuls qui sont en quelque sorte des magistrats élus par deux pour un an et qui contrôlent donc une grosse partie du pouvoir civil et militaire. Sauf qu'en cette première moitié du dernier siècle avant de Jésus-Christ, il y a à Rome 3 hommes avec de très grandes ambitions. Ces 3 hommes vont à eux seuls préparer le terrain pour la fondation de ce qui sera l'Empire romain, en fondant un triumvirat non officiel. Le premier de ces 3 hommes, c'est Marcus Crassus, l'homme le plus riche de l'histoire de Rome et peut-être du monde, qui s'est fait connaître militairement en matant la rébellion de Spartacus. Le deuxième, c'est Gnaeus Magnus Pompée, célèbre entre autres pour ses victoires en Espagne contre les pirates et en Orient. Et le dernier, c'est Jules César. César, célèbre à ce moment pour pas grand chose en fait. Bon d'accord, j'exagère, mais c'est un épisode sur la Gaule, donc on ne s'y attarde pas. Bref, les 3 hommes sont très ambitieux et Jules César, qui a à ce moment 40 et quelques balais, déprime un petit peu à l'idée de n'avoir rien fait par rapport à son modèle, Alexandre le Grand. En tant que proconsul, il se voit confier la charge de la Gaule cisalpine et transalpine, et là, notre Jules César, il se dit qu'il a un bon coup à jouer. César a besoin de gloire, d'argent et surtout de rester loin de Rome pour échapper à ses créanciers. Donc une petite conquête de la Gaule, ça tomberait plutôt bien. Il ne lui manque plus qu'une excuse pour envahir la Gaule, ce qui lui sera donné en moins 58. Les événements qui suivront, nous les connaissons notamment par son récit Commentaire sur la guerre des Gaules, un résumé des 10 prochaines années de sa vie. Bien entendu, ce texte le met plutôt en valeur et donc il faut le prendre avec des pincettes. Toujours est-il que c'est un document inestimable pour mieux comprendre la Gaule de l'époque. Tiens d'ailleurs, revenons un instant sur cette Gaule qu'il veut envahir. Comme nous l'avons dit lors d'une vidéo précédente, la Gaule, ça n'existe pas. César invente en quelque sorte les limites d'un territoire qu'il nomme la Gaule, mais ces Gaulois, eux, ne reconnaissent pas cette unité. Pour eux, ils sont celtes, mais surtout ils sont Éduins, Parisis, Bituriges, Pictons, Arvernes et autres. Et comme ils ne se sentent pas forcément liés, forcément ils se tapent un peu souvent dessus. Mais César, ça l'arrange de définir un territoire avant de l'envahir. C'est plus facile d'expliquer son plan comme ça et de faire tourner la machine à propagande. C'est ainsi que naquit l'idée d'un territoire avec pour frontière le Rhin à l'est, les Pyrénées au sud-ouest et les Alpes au sud-est. Pour les peuples, il la définit comme telle. Elle est divisée en 3. Les Aquitains, qui rappelons-le ne sont pas celtes, au sud-ouest, les Gaulois celtes un peu partout au milieu, et les Gaulois belges au nord-est. César dira d'eux qu'ils sont les plus braves des Gaulois car les plus lointains de la civilisation. Bref, nous on les connaît surtout pour les frites, mais bon. Bref, il y a du boulot. Parmi ces peuples, certains sont plutôt potes avec les Romains, comme par exemple les Éduins. Et les Romains ne sont pas les seuls à convoiter ce territoire fertile de la Gaule. Il y a notamment les Germains qui poussent toujours plus dur depuis le nord-est.
Coincés entre ces deux puissances, les Helvètes, donc les habitants de la future Suisse, se disent qu'il est peut-être temps de changer de bourgade. Ils visent une province tout à l'ouest de la Gaule et partent bras dessus, bras dessous, là genre 300 000 Helvètes sur les routes. C'est un petit peu le boxon quoi. Sauf que César leur refuse le passage et que les Helvètes pensent alors le contourner. Et là, boum, opportunité pour notre ambitieux proconsul. Bon, en même temps, il pouvait pas laisser toute cette zone tampon tomber aux mains des Germains. Il arrête les Helvètes à Bibracte, en massacre une grosse partie et renvoie les survivants chez eux. Mais il ne s'arrête pas là. Tour à tour, il repousse les Germains, soumet les Belges, les Armoricains, les Aquitains. Bon, à ce moment-là, tout le monde se calme en Gaule, donc il part taquiner les Germains, cette fois chez eux. Ensuite, les Bretons, les Germains et à nouveau quelques Gaulois pas contents de leurs nouveaux impôts. Ça pareil, hein, on n'aime toujours pas. Enfin, il se dit que la région est bien calmée. Alors qu'à Rome, au Sénat surtout, on en a un petit peu marre de ses campagnes coûteuses et de sa réputation grandissante. En plus, entre-temps, Crassus est mort comme ça. Hop hop hop, on s'arrête là parce que c'est un peu violent, mais bon, vous avez compris le tableau. Et en plus, la fille de César, qui était mariée à Pompée, décède, et donc l'équilibre se rompt complètement. César rentre donc à Rome pour reprendre les rênes de la situation, et les Gaulois, enfin tranquilles pour 5 minutes, se révoltent. Un jeune chef arverne du nom de Vercingétorix prend alors en charge la coalition anti-romaine et lance les hostilités. Bon, juste avant ça, la population romaine d'Orléans avait été massacrée déjà. Vercingétorix est un commandant efficace et rusé, et il sait instaurer la discipline. Bon, en même temps, il faut dire qu'il avait sûrement appris ça de César lui-même. Pardon? De quoi? Bah oui, pendant toute la guerre des Gaules, César, il forme et il utilise des troupes de soldats gaulois et germains, il est pas fou. Sauf que bah, ils connaissent un peu les techniques romaines du coup. Bref, Vercingétorix, qui avait été le contubernales de César, connaît un petit peu la technique militaire au moment où il prend le commandement. Contubernales, ça veut dire compagnon de tente, hein. Mais c'est pas vraiment ce que vous croyez. Enfin... je pense. Est-ce que tu crois que les contubernales, ils rallient les peuples gaulois, dont certains étaient les alliés de Rome, et avant le retour de César, attaquent plusieurs camps romains. Après quoi, ils se lancent dans une tactique de guérilla et pratiquent la terre brûlée pour affamer l'ennemi. César réussit tout de même à reprendre Orléans, il massacre la population, se fait battre à Gergovie, se fait trahir par les Éduins, et assiège Vercingétorix dans l'oppidum d'Alésia, où il y est bloqué avec quelque chose comme 80 000 combattants, plus la population. César fait construire une double fortification autour d'Alésia pour ses 10 légions, et attend simplement que la faim affaiblisse les Gaulois. Au bout de 40 jours, les renforts gaulois arrivent sur le site d'Alésia avec quelque chose comme 250 000 hommes selon César. Mon œil ouais. Mais ils sont défaits par les Romains et Vercingétorix, qui n'a alors plus d'espoir, vient se soumettre à César. Il sera emprisonné et étranglé 6 ans plus tard lors du triomphe de César à Rome. C'en est fini de la résistance gauloise. La Gaule devient alors gallo-romaine. Toute la Gaule? Non, car un village d'irréductibles gaulois... Non, on arrête le délire, il n'y a pas de village d'irréductibles gaulois, là, ça c'est n'importe quoi. Hein. Bon, il arrivera pas mal de trucs à César par la suite, mais il finira assassiné de 23 coups de couteau. Et contrairement à ce qu'on pense, ses derniers mots, ce n'est pas « Ah, et tout, brouté », mais simplement « Ah, ça fait mal Le mythe gaulois est beau. C'est un symbole pour l'amour de l'indépendance et de la résistance contre une défaite probable. Mais ce n'est que cela, un symbole. Au final, Vercingétorix aura sûrement plus longtemps combattu pour César que contre lui. Et s'il a perdu, c'est avant tout dû à la mésentente des tribus celtes. Toujours est-il qu'il reste indéniablement l'un des grands héros de l'histoire de France. Quant aux Romains, qui sont donc aussi nos ancêtres, ils ont bien saccagé la Gaule pour la conquérir. Mais c'est suite à cela que débutera la plus longue période de paix de l'histoire de France, la Pax Romana. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de la partager si vous l'avez trouvée intéressante. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'histoire. A plus!